Alors, c'est vrai que je suis installée aux États-Unis depuis 2015 et bien depuis ces dernières années, j'ai pu finalement construire un network, comme on dit ici, un réseau avec des personnes qui sont installées à Washington. J'ai beaucoup de contacts dans les think tanks, aussi dans les différentes administrations, enfin, que ce soit sous Obama ou sous Trump, avec des staffeurs qui travaillent au Congrès, donc des assistants. Et donc, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé en fait, parce que j'ai eu très peu de temps pour écrire ce livre sur Joe Biden. On m'a proposé de le faire en mars et ça devait être terminé l'été, hein, parce qu'il y avait la deadline de l'élection présidentielle. Et du coup, très vite, j'ai pu finalement réussir à obtenir des interviews avec des personnalités proches de Joe Biden, ce qui est quand même difficile, surtout quand on est un ou une journaliste étrangère, on n'est pas du tout leur priorité, mais grâce à finalement ces contacts, ce réseau que je m'étais tissé ces dernières années à Washington. Et donc c'est vrai que ça, voilà, ça m'a beaucoup aidé, parce que ce qui m'importait pour cette biographie, évidemment, c'était de raconter l'histoire de Joe Biden, mais aussi d'apporter des témoignages de personnes qui l'ont côtoyé. Je pense que c'est un personnage plus complexe qu'on ne le pense à prime abord. Alors, je pense que désormais en Europe et surtout aux États-Unis, on commence à davantage le connaître. Mais c'est vrai que sous Obama, alors il était dans l'ombre, mais c'était aussi le vice-président sympathique, assez charismatique. Mais ces dernières années, il a vraiment pris un coup de vieux. On le sentait parfois, il a pas mal hésité, bafouillé lors des débats à la primaire. Alors aussi parce que c'est un ancien bègue, mais il apparaissait peu en forme. Et c'est vrai qu'au départ, c'était vraiment un candidat par défaut pour le Parti démocrate. Alors, il était, dès le début de cette primaire démocrate, assez bien placé dans les sondages, souvent en tête, parce que justement, il est connu, il est rassurant, il a de l'expérience, il a passé 36 ans au Sénat, 8 ans à la Maison-Blanche, mais très vite, il a été un peu dépassé par les nouvelles figures du Parti démocrate, comme Pete Buttigieg, Kamala Harris. On s'est dit, est-ce que vraiment il va réussir à décoller? Et en plus, au début de sa primaire, il a eu un résultat catastrophique lors des caucus de l'Iowa, et plus personne vraiment aux États-Unis ne croyait en sa candidature. Mais c'est l'histoire de Joe Biden, c'est un revenant, c'est-à-dire que souvent, il est frappé par des échecs ou des drames et il se relève toujours. Et donc, sa vie a été traversée de succès, de tragédies. On connaît maintenant assez bien son histoire personnelle, mais c'est vrai qu'à peine élu sénateur à 29 ans, quelques semaines après cette élection historique, il a perdu sa femme et sa petite fille dans un accident de voiture. Il voulait abandonner son siège au Sénat pour rester auprès de ses deux fils qui ont, eux, survécu. Et finalement, il est resté au Sénat et il a passé 36 ans au Sénat. Il a déjà fait 2 tentatives pour se présenter à une élection présidentielle avant, celle de 2020. Et en 88, il a été humilié. En 2008, il a été dépassé par Obama et Clinton. Mais il revient toujours, il se relève toujours. Et c'est ce qu'on a vu en 2020. Et puis aussi, c'est un personnage quand même plus complexe, parce que Donald Trump le surnommait Sleepy Joe, Joe l'endormi, mais il a un caractère bien trempé. On dit ici qu'il a le Irish temper, le tempérament irlandais. Il perd parfois même son sang-froid. Et donc, c'est pas le Joe l'endormi que voulait présenter Donald Trump pendant la campagne. Ça va être une difficulté, un challenge immense pour Joe Biden, parce que l'Amérique est vraiment fracturée. J'étais il y a environ 10 jours au rassemblement des pro-Trump à Washington, et c'est ce que me disaient beaucoup de pro-Trump. Alors évidemment, ils sont déçus de savoir que Joe Biden va sûrement s'installer à la Maison-Blanche. Il continue de dénoncer les fraudes, mais beaucoup m'ont dit qu'ils allaient accepter que si Donald Trump a quitté la Maison-Blanche, c'était comme ça, mais qu'ils étaient rassurés parce qu'il y a un vrai mouvement pro-Trump, et c'est vraiment le cas. Donc ça, c'est sûr que Donald Trump a vraiment su comprendre ce qui se passait dans la société américaine, qu'une partie de la société se sentait était en décalage avec les idées que voulait mettre en avant l'administration Obama, les progressistes d'une société multiculturelle. Et donc, il y a vraiment
il a su parler à ces gens-là qui se sentaient délaissés, qui sentaient que le pays n'était plus, ne leur ressemblait plus forcément, ou ils ne partageaient plus les mêmes idéaux. Et c'est vrai que ça va perdurer. Alors, l'avantage de Joe Biden par rapport à d'autres démocrates, c'est que donc déjà, il a l'habitude de négocier avec les républicains, parce que pendant ses 36 années au Sénat, Joe Biden, qui est un centriste, a beaucoup négocié avec les républicains, donc il sait leur parler. Et c'est vrai que même certains républicains ont voté pour lui. Alors, il ne va pas convaincre les gens les plus à droite du Parti républicain, et évidemment pas l'extrême droite, mais certains républicains, quand même, acceptent Joe Biden, ne sont pas du tout d'accord avec ses idées, mais trouvent quand même que c'est quelqu'un de sympathique, encore une fois, c'est quelqu'un qui sait parler à la classe moyenne. Il est issu lui-même de la classe moyenne, même dans le vocabulaire qu'il utilise. Oui, oui, complètement. Mais ça va être une difficulté. C'est juste que c'est peut-être pas le moins bien placé côté démocrate pour faire face à cette division, parce qu'il s'est toujours posé aussi comme un rassembleur. Il sait parler aux républicains et aux démocrates, mais évidemment, il y a beaucoup de défis qui l'attendent. Notamment, il va prendre les rênes du pays en pleine pandémie, en pleine crise économique. Il va avoir du mal, si le Sénat est à majorité républicain, ce qu'on va savoir en janvier, eh bien, il va avoir du mal à faire passer certaines lois, notamment sur les impôts, sur le climat, sur même des choses qui concernent la gestion de la pandémie. Par exemple, beaucoup de gouverneurs ne vont pas accepter d'imposer le masque dans leurs États. Donc, ça va être une vraie difficulté pour Joe Biden, ça, c'est clair. Oui, alors c'est vrai que déjà par rapport à Obama, alors Joe Biden a présenté le programme le plus progressiste de l'histoire du Parti démocrate, parce qu'il a été poussé par les jeunes progressistes à adopter des réformes bien plus à gauche que ne pouvait le faire Obama, par exemple sur l'université gratuite pour certains foyers, le salaire minimum à 15 $. Il a aussi reconnu qu'il y avait eu des erreurs dans l'administration Obama, par exemple sur le renvoi, le retour des sans-papiers à la frontière. Il y a eu vraiment beaucoup de sans-papiers qui ont été reconduits à la frontière sous l'administration Obama, et il a dit que ça avait été une erreur. Donc il a reconnu, Joe Biden, je pense, parce qu'il est poussé, lui il est un centriste, mais il est poussé par l'aile gauche du parti, va avoir sur le plan national une politique un peu plus progressiste que celle d'Obama. En tout cas, c'est ce qu'il est poussé à faire. Et pareil, au niveau international, beaucoup s'inquiètent de voir, en tout cas chez les plus progressistes, finalement revoir un peu du Obama en termes de politique étrangère. Alors déjà, pour Biden, c'était très important d'avoir une administration à l'image du pays, et pour l'instant, c'est ce qu'il a respecté dans ses premières nominations. Il y aura la première femme qui va être à la tête de la sécurité intérieure, le premier hispanique à la tête, la première femme à la tête de la sécurité nationale, le premier hispanique à la tête de la sécurité intérieure. Donc, il essaie vraiment d'avoir une administration plus diverse, avec aussi des personnages qui, pour l'instant, il n'a pas nommé vraiment de progressistes dans son administration. Donc, on voit que ça va être une administration plutôt centriste, justement parce qu'il ne veut pas finalement trop énerver les républicains, qui sont déjà, voilà, avec qui ça va déjà être difficile de négocier. Donc, finalement, il a déjà présenté ses priorités. Ça va être la gestion de la pandémie, redresser le pays. Alors, Biden a quand même de l'expérience, parce que quand il était vice-président sous Obama, il a dû gérer la crise économique de 2008. Il a notamment proposé un plan de relance qui a été accepté par le Congrès. Donc, il s'est quand même entouré des personnages qu'on connaît, qui sont par exemple Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale, ou encore Avril Haines, donc à la tête de la sécurité nationale. Ce sont des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui sont à Washington depuis des dizaines d'années, qui sont bien connus dans la petite bulle de Washington. Donc, il est bien équipé, en tout cas, pour gérer les premières années, en tout cas les premiers 100 jours de son mandat. Mais encore une fois, évidemment, ça va être un défi avec le Congrès. Oui, alors ça dépend. Si jamais le Sénat, on le saura avec l'élection en Géorgie en janvier, est remporté par les démocrates, alors là, ça sera extraordinaire pour l'administration Biden. Ils pourront justement modifier par exemple, les impôts qui ont favorisé les plus riches ces dernières années sous l'ère Trump, les dérégulations qu'il y a eu à plusieurs niveaux. Par contre, si il est dominé par les républicains, là oui, en effet,
il va y avoir, ça va être difficile de revenir sur plusieurs lois, plusieurs choses qui ont été votées sous Donald Trump. Alors, après, Biden a déjà prévenu, par exemple, qu'il allait arrêter la séparation des enfants et de leurs parents à la frontière avec le Mexique. Il y a des choses très concrètes qui vont pouvoir être faites. Il va arrêter le financement que demandait Donald Trump pour la construction du mur. Donc, il y a des choses concrètes qui vont pouvoir être faites assez rapidement, mais il y en a d'autres. Cela va prendre évidemment beaucoup plus de temps. Joe Biden s'y connaît très bien dans les affaires étrangères parce qu'il a été président du comité des affaires étrangères au Sénat, donc ça fait des dizaines d'années qu'il parcourt le monde. Il connaît très bien certains leaders, que ce soit Angela Merkel, la chancelière allemande, ou encore Benjamin Netanyahou en Israël. Et Tony Blinken, son ministre des Affaires étrangères, qui est francophone et francophile, est à ses côtés aussi depuis des dizaines d'années, et tous les deux, vraiment, contrairement à Donald Trump, ont déjà énormément de contacts avec les leaders étrangers. Alors, Joe Biden est un centriste, ce n'est pas un idéologue en politique étrangère, il a parfois été un interventionniste, parfois non. Son secrétaire d'État, Tony Blinken, s'est aussi parfois opposé à Biden. Par exemple, Tony Blinken était plutôt pour une action militaire des États-Unis en Libye, ce que n'a pas vraiment soutenu Biden. Tony Blinken a aussi plaidé au sein de l'administration Obama pour une intervention militaire en Syrie, ce qui n'a pas été fait finalement. Donc Blinken, le secrétaire d'État, même s'il fait partie de l'administration Obama, enfin c'est un ancien administration Obama, il aura peut-être une politique quand même un peu différente parce qu'il n'était pas toujours en accord avec ce qui s'est fait sous l'administration Obama. Donc, même si au niveau de la politique étrangère, certains pensent que ça va être du Obama, je pense qu'il y a des choses qui vont changer, et aussi une fois encore, Biden et son administration va être poussés par les plus progressistes, par exemple, qui souhaitent une politique plus dure à l'égard des alliés traditionnels des États-Unis, comme l'Arabie saoudite, à qui l'administration Obama a vendu beaucoup d'armes, ou encore Israël. Par exemple, les pro-Sanders, les plus à gauche, veulent que les États-Unis adoptent une posture plus dure à l'égard de l'Arabie saoudite et d'Israël. Et déjà pendant sa campagne, Joe Biden, qui est un démocrate de l'establishment, a été plus strict à l'égard de l'Arabie saoudite, notamment après le meurtre de Jamal Khashoggi, où il a aussi dit à propos de Benjamin Netanyahou, qui est un très proche de Biden, ils sont amis, il a dit qu'il regrettait que Benjamin Netanyahou soit allé trop à droite ces dernières années. Donc, on sent quand même qu'il y a une volonté d'être un peu plus original et un peu plus ambitieux dans la façon de faire de la politique étrangère. C'est surtout une vision toujours insécuritaire et militaire. Ça, je pense que ça ne va pas tellement changer. Je ne pense pas que l'Afrique sera une priorité. Toutefois, il y aura un intérêt beaucoup plus fort que sous Donald Trump. Par exemple, la nouvelle secrétaire générale de l'ONU a travaillé sous Obama dans le département d'État. Elle était secrétaire adjointe aux affaires africaines. Donc, la nouvelle secrétaire générale de l'ONU connaît bien l'Afrique. C'est une Afro-américaine. Et je pense qu'il y aura beaucoup plus de volonté de s'intéresser à ce qui se passe en Afrique, de dialoguer notamment avec les Européens pour éventuellement travailler sur des sujets ensemble. Parce que vraiment, ce que va faire l'administration Biden par rapport à l'administration Obama, c'est de vraiment remettre au cœur de leur politique internationale le multilatéralisme, de la coopération, les alliances. Et donc, si les Européens, notamment, veulent travailler avec les Américains ou ont besoin de l'aide des Américains sur des sujets sécuritaires en Afrique, là, je pense que l'administration Biden répondra présente. Je me suis entretenue avec Tony Blinken, notamment sur ce sujet de la Chine. Il m'a confirmé que une administration Biden resterait ferme à l'égard de la Chine. Alors, il y aura peut-être plus de place pour le dialogue, mais Joe Biden, alors lui, fait partie des élus américains il y a plusieurs années, des décennies, qui ont voulu ouvrir le dialogue entre les États-Unis et la Chine en espérant qu'il y aurait une ouverture politique en Chine, ce qui n'a pas été le cas. Et donc, cela fait déjà plusieurs années, même sous Obama, que Joe Biden avait adopté une posture plus dure envers la Chine. Et donc ça va continuer. Ce qui va changer, c'est qu'il y aura, et Joe Biden l'a dit, plus de place pour le dialogue. On ne sera pas dans cette posture toujours de guerre commerciale. Ils vont rester très durs face à la Chine, mais je pense qu'il y aura plus de dialogue possible.
Bah, déjà, c'est vrai qu'on a l'impression que, alors on verra si les choses changent avec l'administration Biden, mais ces derniers temps, la démocratie a vraiment été mise à mal. Enfin, moi qui ai passé du temps en Égypte en tant que correspondante il y a quelques années, c'est vrai que là, j'étais étonnée de voir, euh, on sent que le pays change, il y avait des réflexes autoritaires sous Donald Trump, il y a une population, une partie de la population qui est vraiment à une haine des journalistes. La misère, oui, la misère aux États-Unis, ça fait très longtemps. Ce qui a changé ces dernières années, c'est vraiment la méfiance à l'égard des médias qui a vraiment décuplé, un président qui a gouverné par décret, une partie de la population, les libéraux évidemment, les démocrates, qui ne reconnaissaient plus leur pays. Donc, et un pays extrêmement divisé. Et les États-Unis, moi j'ai vécu avant, il y a quelques années déjà, enfin, vraiment la polarisation a été renforcée et on sent vraiment un climat un peu délétère. C'est une atmosphère assez pesante. Les familles se disputent, les voisins se disputent pour des raisons politiques, les couples. Enfin, je pense que le rêve américain continue de fonctionner pour certaines personnes, mais l'Amérique fait de moins en moins rêver aussi parce que justement, il y a tous ces problèmes d'intégration aussi, les problèmes, là on l'a vu avec vraiment enfin, ces séparations d'enfants et de parents à la frontière qui ont vraiment choqué une partie de l'Amérique. Ça aussi, ça fait partie des choses qui ont vraiment perturbé les démocrates américains de voir que leur pays pouvait agir de la sorte. Donc, il y a vraiment, les démocrates ont vraiment été choqués ces dernières années. Et alors, tous espèrent qu'avec une administration Biden, le pays va se remettre sur pied, qu'il y aura il y aura plus d'espoir, parce que finalement, l'espoir pour beaucoup ces dernières années, il n'y en avait plus beaucoup. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une partie de la population qui ne va pas changer, tous ceux qui se reconnaissent dans le mouvement Trump. Et c'est vrai qu'on sent en tout cas, au niveau de l'atmosphère, de la situation, ça va rester encore assez tendu quelques années. Joe Biden, lui, a dit qu'il voulait d'ailleurs se présenter à l'élection parce que je sais qu'il a beaucoup hésité pour l'élection de 2020 parce qu'il savait que c'était pas forcément le candidat favori des démocrates, qu'il était plus âgé, mais il a dit vouloir restaurer l'âme de la nation. Il a été notamment choqué après le drame de Charlottesville en août 2017 quand une manifestante antiraciste a été tuée par un nationaliste blanc. Ça aussi, hein, cet essor de la alt-right, qui est l'extrême droite américaine, a aussi perturbé une partie de la population américaine et remet en cause encore les fondements de la démocratie. Et c'est vrai que c'est ce que va essayer de faire Joe Biden, qui est un peu plus de décence, on va dire, aux États-Unis, parce qu'on a vu l'extrême droite et le mouvement même nationaliste blanc finalement se sentir très à l'aise sous l'ère Trump. Alors on va voir, est-ce qu'ils vont être toujours aussi présents? Donc, la priorité de l'administration Biden au niveau national, c'est de restaurer la démocratie, de restaurer l'espoir et la foi dans les institutions. Alors, il y aura peut-être une Cour suprême qui va toujours pencher à droite, un Sénat républicain, mais au moins qu'il y ait un retour à la normale, en quelque sorte. Et sur le plan international, eh bien, c'est vraiment de ne plus maltraiter, entre guillemets, les alliés, de redonner à la relation transatlantique toute son importance, de redialoguer avec le reste du monde et ne pas, par exemple, privilégier les relations avec des régimes autoritaires comme Joe Biden, comme Donald Trump l'a fait, par exemple avec Sisi en Égypte ou alors Vladimir Poutine en Russie. Donc, il y a vraiment au niveau international cette volonté de restaurer la place de l'Amérique dans le monde et aussi de dialoguer franchement avec les régimes autoritaires et de dire les choses et de ne pas avoir de relations amicales comme ça, comme avait Donald Trump, et de remettre au cœur de la politique internationale la relation avec les alliés traditionnels et notamment l'Europe. C'est l'espoir. Je pense franchement que ça va peut-être prendre un peu de temps, mais je pense qu'il y aura un certain retour à la normale, un certain apaisement aussi, parce qu'on sent énormément de tension dans cette Amérique, énormément de haine.
Je pense qu'il y aura toujours des éléments extrêmes, un peu comme on a eu avec le Tea Party sous Obama. Maintenant, il y a cette alt-right nationaliste, la droite nationaliste qui a émergé vraiment aux États-Unis, et elle ne va pas retourner se terrer. Mais je pense qu'il y aura peut-être parfois des violences, des tensions entre les différents clans, entre les différents partis, mais je pense que ça va être de plus en plus marginal et qu'il y aura un certain retour à la normale. Et je pense que beaucoup d'Américains, de toute manière, même des républicains à qui j'ai parlé, sont fatigués de toute cette tension, de toutes ces divisions. Et donc, quand même, la majorité des Américains aujourd'hui souhaitent ce retour à la normale et souhaitent même, comme beaucoup m'ont dit, une administration qui soit boring, ennuyeuse, mais normale.